Si on ramène ce sujet à l'aspect départemental, ou on va dire Alpes du Sud, massif de notre territoire, c'est le même raisonnement que vous avez par rapport Alors, je dirais que tout va pas si mal. Il faut pas non plus faire le constat inverse. Tout va pas si mal dans les Hautes-Alpes. Et en particulier, je dirais que on a cette bouffée d'air qui est liée au tourisme, parce que malgré tout, les gens ont besoin de divertissement, les gens ont besoin de changer d'air. Mais par contre, avec pour autant des chiffres qui inquiètent un peu. Moins 10%, c'est simple comme chiffre, de fréquentation en 10 ans. Tout à fait. Oui. Non, mais on a au global, on s'est peut-être un petit peu reposé sur nos lauriers. Donc je ne cesse de le répéter, il faut monter en gamme et en compétences. Donc une fois que je vous ai dit ça, il faut le faire. Hein. Il faut pas simplement être dans l'incantatoire. Monter en compétence, ça concerne aussi tout le territoire. Ça veut dire que voilà, on a une prépa HEC dans les Hautes-Alpes. Non seulement on la remplit pas, mais en plus, je vais vous dire la vérité, il nous faudrait une prépa scientifique aussi. D'abord parce que moi, je suis obligé d'envoyer mes gosses ailleurs. Petit 1, il n'y a pas de raison que je les envoie ailleurs. Petit 2, parce que si on arrive à monter en gamme, y compris dans la totalité de nos produits et de notre segment alpin, c'est-à-dire des produits de niche, notamment l'aéronautique, ou on va dire l'aéronautique légère en particulier. Et il ne faut pas croire qu'on va attirer des cadres ou des chefs d'entreprise en leur disant que dès qu'ils sont installés, il faut qu'ils envoient leurs gosses à Marseille ou à Grenoble. Donc il y a une prise générale, je dirais, de conscience du fait que cette montée en gamme doit connaître et doit s'attacher à l'ensemble de la logique territoriale. Et c'est une vraie difficulté. Alors c'est une difficulté qui mérite qu'on se batte pour elle. Hein. C'est là qu'il faut retrouver un petit peu le sens du collectif, parce que il faut se réjouir de la réussite des uns et des autres, et pas effectivement se réjouir à l'inverse de ce que peut gagner un grand patron ou un autre de manière négative, je dirais. Alors l'une des solutions pour redonner un peu de baume au cœur à tout le monde, ce sont les chantiers, la commande publique. Elle était en berne dans le département des Hautes-Alpes après une belle époque. Hein, d'ailleurs, les résidences de tourisme, tout ce qui s'est passé dans les stations. Ça n'était pas de la commande publique, les résidences de tourisme. Oui, vous avez raison d'ailleurs, effectivement. Dans certains cas, ça l'était indirectement, mais enfin bref. C'était de la commande subventionnée. Là, par contre, vous avez raison. En tout cas, quand on regarde les années qui viennent, il y a plus grand chose dans les tuyaux, et les grands chantiers sont gelés, c'est le moins qu'on puisse dire. La percée franco-italienne, on a lu il y a quelques jours que le rapport renvoyait tout ça très loin. L'autoroute A51, on n'en parle même plus. Il y a peut-être que le dossier RTE, que vous soutenez d'ailleurs, qui est peut-être une manne à espérer. C'est une manne relative. C'est une manne effectivement au sens des retombées, on va dire pour l'essentiel indirectes. Mais c'est surtout effectivement le prochain grand chantier de la décennie sur ce territoire et dans les Hautes-Alpes. Alors c'est un chantier qu'il faut peut-être effectivement quantifier, mesurer à l'aune de ce qu'il peut rapporter. Donc il faut voir ça d'une manière globale et se dire que c'est pas la panacée, mais en même temps c'est un chantier de plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est une évaluation on va dire de l'ordre de 40 millions d'euros de retombées directes pour les entreprises locales. Alors l'entreprise, c'est au grand sens du terme. Hein. Ça peut être effectivement à la fois, je dirais, les postes d'essence, les restaurateurs, comme certaines entreprises de TP ou de travail en matière forestier ou autre. Enfin, donc c'est assez large. Le vrai débat, c'est des chantiers, mais pourquoi faire, quoi ? Donc comment créer la dynamique ? On a une dynamique qui va s'amorcer en station, vous l'avez dit, vous avez parlé des résidences de tourisme. Bon, il faut savoir que la plupart de ces résidences vont arriver au terme de leur bail. On va dire, on avait des baux d'exploitation de 9 ans, avec une loi d'ailleurs très mal faite au niveau des gestionnaires de ces résidences, hein, qui fait qu'on connaît effectivement à la fois aux Ors, à Puy-Saint-Vincent, voire à Risoul, des difficultés qui sont liées effectivement à un défaut d'encadrement. Alors là, c'est un paradoxe. Ouais, on redemande à la loi de faire son travail. Hein. Et on a peut-être une dynamique là de travail sur, je dirais, l'hôtellerie de haut de gamme. Hein. Je crois qu'il faut dire le mot. Alors il faut travailler là-dessus, mais on a des perspectives qui sont pas si mauvaises. Je dirais qu'on a 2 ans très difficiles, franchement, pour le BTP. Après, pour le commerce de détail, c'est tellement variable, ça dépend tellement de chacun, quoi. Donc, j'ai pas d'affirmative par rapport à ça. Un petit mot très, très improvisé sur une idée relancée étonnamment, par le père Trush, qui il y a quelques jours était dans ces mêmes studios de DCTV, qui a dit, mais pourquoi on se lance pas, puisqu'on a besoin de chantiers, de projets, sur une liaison ferroviaire, une navette ferroviaire entre Chorges et Veynes, en utilisant la voie ferrée existante, en faisant les travaux de rehaussement des gares, comme la Fressinouse et la Roche-des-Ernos. Est-ce que ça vous paraît par exemple une bonne idée qui touche au déplacement durable, si vous voulez, le problème du transport en général, et notamment dans la cuvette gapençaise, c'est l'élément lié d'une part à la ruralité de notre département
Et comme dans tous les... J'ai bien étudié ça, les ruptures de charge. Hein. Donc en gros, comment on envoie les gens à partir d'un point A à un point B, ça c'est assez facile à faire. Et c'est raisonnable à partir du moment où effectivement on peut le gérer sur une navette ferroviaire. Il suffit de se mettre d'accord avec la SNCF et le contrat État-région. Bon, par contre, une fois qu'on les a dans les gares, ces gens-là, il faut traiter. Hein. Alors, il y a eu une amorce de parking relais sur la commune de Gap. Mais si vous arrivez avec des centaines de voyageurs à la gare de Gap aujourd'hui, je nous vois dans la difficulté, très sincèrement. Donc, il faut aller un petit peu plus loin. Il faut travailler sur ce qu'on appelle le PDI, le plan de déplacement urbain. Ça ne dépend pas de l'union patronale, loin s'en faut. Mais la réflexion est intéressante et ça permet surtout de penser différemment. Je crois qu'aujourd'hui, on doit penser différemment. Et on a des schémas, on a des prérequis qu'il faut parfois oublier. Ça n'empêche pas de s'y référer, mais il faut parfois les oublier. Donc, comment dire, le père a raison, mais ça fait longtemps que ça doit exister. On est dans un paradoxe, dans le paradoxe de la bagnole, et en même temps, on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, dans les Alpes, sans voiture, c'est très compliqué. On n'a pas les moyens, on est un petit département, un département port, on n'a pas les moyens effectivement de cette économie, on va dire, de cette économie d'échelle qui permettrait d'aller. La question se pose maintenant, peut-être qu'on peut aussi le financer autrement. Voilà une réflexion, voilà, on va dire, un embryon d'idées. Un petit mot sur le SCOT qui a défrayé un peu la chronique économique. Le grand public peut-être n'a pas forcément adhéré à ce sujet, mais qui est pour autant d'importance. C'est-à-dire quelle sera l'organisation de l'urbanisme dans le territoire gapençais pour les années qui viennent. Avec la Chambre de commerce, j'allais dire pour une fois, pour taquiner, vous étiez sur la même longueur d'onde sur ce thème-là, en disant non, il faut revoir la copie. Alors elle a été revue a priori en partie. Elle sera présentée officiellement le 12 décembre prochain dans une forme qui vous convient a priori. Écoutez, le SCOT, il faut dire les choses clairement, on n'est pas là pour nier le travail qui a été fait. Hein. C'est un travail de grande envergure, c'est un travail effectivement lourd, c'est un travail quinquennal. Hein. C'est dire, c'est le temps de délire et de virer un président de la République, c'est dire le travail qui a été entrepris. Hein. Coûteux aussi, je crois qu'il y en a pour plus d'1 million d'euros d'études. Oui, bien sûr, mais bon, il faut le ramener au nombre des années, au temps passé dessus, donc il faut relativiser comme ça. Hein. Simplement, ce travail a été fait, il est concret, il est réel. Une vraie difficulté, les acteurs économiques n'ont pas véritablement été écoutés, il faut le dire, il faut le répéter et il faut l'affirmer. Ils n'ont pas été écoutés à la fois sur la forme et sur le fond. Hein, c'est-à-dire que la Chambre de commerce est une personnalité qualifiée dans ce cas-là, et à ce titre, elle aurait dû être écoutée. Donc moi, je me borne à répéter cela. Et l'autre élément, effectivement, c'est la rigidité, le carcan qui est mis en place à travers des grilles de lecture qui sont des grilles de lecture doctrinaires, il faut employer le terme, parisiennes et environnementalistes, et qui ne concernent pas les Hautes-Alpes. Alors, la question qui se pose, c'est effectivement, une fois de plus, comment la vision nationale se répand dans les territoires et comment elle est appliquée. Et je crois pour le coup ici qu'on a la maladresse de l'appliquer, on va dire, d'une manière quasi orthodoxe. C'est ce à quoi on peut se référer s'agissant du SCOT, donc du bassin gapençais. Alors cela a été un petit peu amendé à la faveur de quelques conversations. On s'est réunis en préfecture, j'étais présent, on a été écoutés, on a effectivement fait du pointillisme textuel, mais sur le fond, non, on n'a pas été écoutés du tout. Et je crois malheureusement, alors je ne sais pas aujourd'hui, enfin je sais exactement où on en est, mais je crois malheureusement qu'il y aura un recours administratif vis-à-vis du SCOT. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. On n'est personne qualifiée au titre de la Chambre de commerce et, si vous voulez, on n'est pas reconnu à la fois en tant que tel et en plus, le peu de désiderata dont on fait part n'est pas inscrit par le commissaire enquêteur. Donc ça pose un vrai problème aussi de démocratie, hein. Ça pose aussi le problème de ce que c'est qu'un SCOT, c'est-à-dire que c'est une œuvre très complexe et que tous les élus ne peuvent pas se saisir à la fois en temps utile de la matière et du format. Et la vraie difficulté, pour mettre tout le monde d'accord, c'est qu'il faudrait pouvoir revenir au moment où on le souhaite sur certains éléments du SCOT en fonction effectivement des échéances ou éventuellement des opportunités. Ça n'est pas permis. Hein. Donc on fige les choses pour 18 à 20 ans et on peut y revenir que tous les 6 ans. Je crois qu'en matière économique, nous, il faut qu'on fasse parfois marche arrière sous 24 heures ou marche avant sous 24 heures. Donc, vous voyez, là, il y a une vraie difficulté. Un recours administratif pour obtenir donc finalement peut-être plus de terrains constructibles ou moins de déclassement de terrains constructibles qui ne le seraient plus. Et par ailleurs, je crois que c'est important pour vous, des espaces de zones d'activité, de zones commerciales qui vous paraissent insuffisants en l'état de ce qui sera a priori validé le 12 décembre. C'est important pour nous, puis c'est important pour tout le monde et puis pour chacun des maires qui sont concernés. Alors, ça pose aussi la question de l'agglomération. Hein. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt.
choix, ça pose aussi justement le problème de la cohérence en matière on va dire de politique territoriale. Et là, il faut renvoyer les élus devant eux-mêmes, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait le choix de devenir l'administrateur général d'une commune, il faut en assumer les conséquences. Ces conséquences, elles auront lieu au printemps prochain. Et j'invite chacun d'entre nous, à la fois particulier et entrepreneur, à choisir aussi en fonction du SCOT. Il faut dire les choses comme elles sont. Chacun se reconnaîtra, d'autant plus qu'il ne s'agit pas de nier vraiment le travail qui a été accompli, est un travail considérable. Alors, ce n'est pas parce qu'il a été accompli et qu'en soi, effectivement, il applique des grilles parisiennes qu'on doit être d'accord. Non, on peut donner son avis, on est là pour ça. Je crois, pour répondre à la question de M. Josso, que d'abord, Roger Didier a un bon bilan, hein. Roger Didier est devenu maire de Gap. Il avait été un petit peu poussé par PBR, mais il est véritablement devenu maire de Gap et il a entrepris beaucoup de choses, à la fois qu'il fallait finir, qui avait été initié par PBR et puis que lui-même a mis en œuvre. Donc le bilan de Roger est bon. Il est même bon sur la partie du numérique et je salue là Pierre Voller qui a fait un gros travail sur les objets communicants. Simplement, effectivement, la question de l'énergie, ça renvoie à la métaphore quantique. Nous sommes tous des particules. Alors, je crois qu'il faut pour Bernard avoir un véritable projet, parce que Roger Didier, pour le coup, aura lui un véritable bilan, hein, et pas pour répondre à côté ou, on va dire, s'éloigner de la question. Je crois véritablement aujourd'hui que la question de la modernité, la question de l'innovation et des nouvelles pratiques se pose pour Gap. Alors, on peut juger ça à l'aube du nombre de pistes cyclables qui a été faite ou du futur parc de Gap Sud. Nonobstant, je crois moi qu'en matière entrepreneuriale, il y a beaucoup de choses encore à faire et qu'on peut aussi parfois, comme ils le font en Savoie et en Haute-Savoie, puisqu'en souvent ils parlent au nom des Savoies, se donner la main dans les combats qui sont des combats difficiles. J'en veux pour preuve la rocade de Gap. Voilà, j'en veux pour preuve la rocade de Gap. C'est un exemple typique. Il nous a fallu plusieurs décennies pour obtenir ce chantier, quoi. Donc c'est à la fois une honte pour nos décideurs locaux. On se moque de nos femmes et de nos hommes politiques dans ce département. Et c'est une bonne leçon qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de temps en temps effectivement de l'énergie à consacrer à demain. Il faut peut-être la consacrer plutôt ensemble que je dirais, par état épars ou séparés. Vous citiez PBR, Pierre-Bernard Raymond, le sénateur maintenant, ancien maire de Gap. Il sera notre invité demain, il sera à votre place. Une question qui peut vous venir à l'esprit? Alors, c'est une question tout à fait particulière qui est symptomatique du monde, je dirais, étatique et administré dans lequel vit l'économie française. Donc, à l'initiative du sénateur Mariani, et puis soutenu par la totalité des sénateurs, puis des députés, a été voté, on va dire, dans le cadre du plan de loi de finances 2014, différentes mesures, dont notamment une qui vise à caractériser l'abus de droit fiscal par son motif essentiel et non plus son motif exclusif. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais si vous voulez, c'est énorme. Autrement dit, aujourd'hui, on pourrait vous requalifier d'abus fiscal le fait d'acheter une voiture électrique qui serait subventionnée par l'État. Vous voyez, si vous tombez sur un contrôleur un peu zélé. Et donc, j'aimerais savoir comment, dans cette Assemblée française, et je dirais les deux assemblées convaincues, on a pu tomber aussi bas que de caractériser les entrepreneurs et les ménages français comme des gens qui abusent du système fiscal. Voilà, mon cher Pierre, bon courage. On entendra son sentiment demain. Pour terminer, on va vous représenter, mais vous étiez déjà notre invité à la rentrée, Boris Perdigon, selon la tradition, ce miroir. Alors je vais orienter un peu la question. Avec ce miroir, on vous s'est un peu tendu sur un sujet en ce moment. Vous êtes clair en parole, on l'a encore remarqué à l'instant. Vous représentez donc l'ensemble des patrons avec du ton, si je puis prendre cette expression. Et on vous reproche, y compris des hautes autorités, d'avoir une démarche un peu poujadiste, pour reprendre le terme qui a été employé, je crois, dans une réunion. Oui, alors je vois un poujadiste à lunettes. C'est la vraie différence par rapport à la fois d'avant, puisque j'ai été contraint, mes bras n'étant pas assez longs, désormais de porter ces petits verres mal remboursés, donc en l'occurrence. Pas remboursés du tout, d'ailleurs. Oui, voilà. Non, trêve de plaisanterie. Oui, je regrette que monsieur le préfet, effectivement, nous traite de poujadistes. On est dans un département qui doit être sur le podium français du recouvrement de l'impôt. On est dans un département où on se laisse tuer les brebis très dignement, très calmement, en étant plutôt modéré. On est dans un département où on n'a encore rien cassé, rien brûlé. Et si vous voulez, le fait d'émettre une opinion simplement contestataire ou en tout cas une opinion de désaccord sur certains, moi je le dis, abus de droit de l'État, ça ne fait pas de nous des poujadistes.
il ne faudrait pas renverser, les éléments de preuve. Et je crois par contre que justement, c'est ce qui manque à cette démocratie moderne, c'est d'écouter un peu plus le peuple. Le peuple en plus qu'on a très bien formé, de plus en plus formé, qu'on a massifié en termes de formation. Et aujourd'hui, je crois que de temps en temps, il faut rendre, on va dire, la parole au peuple. Et je représente modestement le petit peuple des petits entrepreneurs de ce département. Et à ce titre, par contre, j'entends que ma voix porte autant que celle de monsieur le préfet. Voilà, monsieur Passeron. Boris Perdigan, merci.